pense que je l'ai, là. J'ai pas. Oui, ça me dit que c'est en train d'enregistrer. Et ça nous met ici. Vous voyez le mot, le titre, Les origines des cultes grecs? Oui. OK, bon, excusez, là, je vais pouvoir reprendre. Désolé pour le contretemps. Donc, l'origine des cultes grecs, on les situe dans Babylonie, en fait, dans le croissant fertile. La Babylone étant l'empire qui a conquis ça pendant un certain temps, puis le nom a collé, mais c'est beaucoup plus, c'est des civilisations beaucoup plus vieilles que ça, donc dans le croissant fertile, en Mésopotamie, puis dans, je dirais, la côte, le Levant, comme ça. Donc, on avait déjà des dieux qui pouvaient s'apparenter à Aphrodite ou Apollon. En fait, c'est la déesse Ishtar des Babyloniens, donc qui va être la figure qui va inspirer Aphrodite. Encore que tout ça est très hypothétique et qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit davantage d'un dieu ou d'une déesse plus qu'une autre. Il va s'agir de culte. Hein? Donc, il y a un culte à la beauté ou à l'amour qui est fait à travers une déesse. Elle a été Ishtar en Babylonie, puis elle est Aphrodite en Grèce. Comme ça. De la civilisation égyptienne, donc, on voyait donc que les Grecs étaient comme un peu une sorte de synthèse, en tout cas, ne serait-ce que pour les religions, donc une synthèse des civilisations babyloniennes et des civilisations égyptiennes. Donc, Zeus, c'est un dieu solaire, Zeus. Zeus, c'est un dieu, dieu du ciel et de l'atmosphère. Donc, ça. Et ça, c'est, là aussi, c'est Amon ou Ra, les dieux égyptiens qui donnent donc cette filiation-là. Donc, on voit que la mythologie, en fait, elle part de plus loin. C'est surtout ça. Et les Grecs vont y donner, je dirais, une forme particulière. Donc, on voit ici que ça représenté schématiquement. Donc, il y a des dieux qui partent, en fait, l'humanité part de plus loin que les Grecs. Donc, forcément, ils vont s'inspirer de ça. Ce qui va avoir de particulier, en fait, avec la civilisation grecque, les dieux grecs, ils nous ont donné beaucoup de documentation. Donc, il y a beaucoup de textes écrits qui nous parlent des dieux. Et le premier, notre grosse source, mettons, pour la mythologie grecque, ça va être Hésiode, qui va faire une description dans sa cosmogonie je dirais, la création de l'univers, comme ça. Et ça va être flatbed, très, très direct et très descriptif et facile à comprendre. Avec Homère aussi, donc des milliers de vers que contiennent l'Iliade et l'Odyssée, ben, on est capable, il y a beaucoup de ces vers-là qui parlent des dieux. Donc, en fait, on va pouvoir ajouter cette information-là à ce que Hésiode nous disait. Et donc, tous les auteurs, en fait, grecs, nous apprennent des choses sur les dieux et de telle sorte qu'on peut reconstituer des choses. Des fois, il y a des versions divergentes, mais je dirais ce que je vous donne ici, c'est très, très consensuel. Là, pas mal tout le monde s'entend pour interpréter ça. Il y en a pour qui Zeus, c'est le fils de Gaïa et évidemment, il y a comme des consensus et c'est déjà assez compliqué de même. Là, on ne commencera pas à faire des nuances. Donc, on a des mythes et on a un système mythologique grec qui s'organise selon, je dirais, trois niveaux qui, d'un niveau à l'autre, va en s'humanisant. Okay? Le premier niveau, c'est ce qu'on va appeler les divinités primordiales. Divinités primordiales. Hein? Et dans ça, ben, il y a des déesses, il y a les nymphes, il y a tous les monstres, en fait, qui peuplent ce monde. Et sur ces divinités primordiales va régner les dieux. Hein? Donc, les dieux même s'ils sont issus des divinités primordiales eux-mêmes, donc le dieu, en particulier Zeus, va
va être le boss là, de la création. C'est lui qui va mener. Il ne peut pas tout faire, il n'est pas infiniment puissant, mais il peut en maudire. Et le troisième niveau, et ça c'est le niveau où on est dans l'Iliade, en fait, c'est le niveau des héros hein, et des héroïnes, comme ça, qui sont des fois des héros d'épopées, des pics, hein, comme Achille, Ulysse, mais parfois aussi des héros littéraires, comme Iphigénie, comme Andromaque, ou parlons donc de l'autre, là. Antigone, voilà, dans un autre site. Donc, on passe de quelque chose de plus fondamental à quelque chose de plus tough, de meilleur, à quelque chose de très bon, mais pas parfait parce qu'ils vont mourir. Donc, les héros ne sont pas aussi parfaits que les dieux. Et en bas de ça, en fait, s'il fallait mettre un dernier niveau, ce serait les êtres humains normaux, hein, nous, hein, les bergers. Les bergers grecs hein, qui font paître des moutons et qui nous appelons polypropylène, hein, avec un nom de plastique. Donc, le berger grec, lui, entend et le public des hauts faits de ces héros et de ces dieux, de ces divinités primordiales. Ce que j'aimerais maintenant, sur quoi j'aimerais insister, c'est sur ma colonne qui est à droite, sur la colonne où on dit qu'est-ce qui se passe en fait dans cette gestation en fait des êtres humains. C'est que on a un phénomène de rupture qui va être assez important. Hein? Ouranos avale ses enfants, Cronos tue son père. Hein? Pour que lui puisse vivre. Et puis, Cronos va lui aussi tuer ses enfants. Puis les autres, il va tuer. Pas tuer parce qu'ils sont immortels, là, mais va y faire bien mal okay? À son père. Ça a l'air drôle, hein, une version québécoise des mythes grecs. Bon, et donc, ce qu'on va constater, c'est qu'au fur et à mesure où le temps évolue, où je dirais, les générations s'enfantent et se défendent, donc davantage d'organisation, davantage de structure. Hein. Par exemple, quand ça va être au tour de Zeus de régner sur le monde, il va s'établir, je dirais, une sorte d'ordre qui fait que le monde a commencé à se pouvoirer, qu'en plus, avec les dieux, on commence à voir des êtres humains, donc des gens qui éprouvent en fait des émotions. Hein? Alors que, je veux dire, Gaïa puis Ouranos, là, c'était pas leur fort, l'émotion. Non. Les autres, ils ridaient plus à la destruction totale. Donc, en fait, c'est tout le processus qu'on va appeler le processus d'humanisation, hein, c'est-à-dire passer de ce que vous allez comprendre de ça, passer de l'animal, en fait, à l'être humain. Comment on s'arrache d'une forme de nature pour passer à un être humain. Et ça commence par les divinités primordiales. Est-ce qu'il y a des questions à date sur la notion de système? C'est clair? J'espère que oui. Donc, le système mythologique, il faudrait que je parle de ça. Tiens, ouais. Quand on va arriver, en fait, dans notre système mythologique, mais plus dans les divinités primordiales, mais dans la mesure où les dieux vont se comporter avec les êtres humains, avec des qualités en fait humaines, hein, comme ça. Donc, la première formation qu'il va y avoir, c'est la famille. Hein. Ça va être un thème très important. Les Grecs vont valoriser cette famille-là patriarcale. Hein. La famille, et dès le départ, la famille est rongée par l'inceste. Zeus, il couche avec ses sœurs. Okay? S'il n'est pas achalé, là, ça ne le dérange pas. En fait, les titans, les titanides couchent avec leurs frères, leurs sœurs. Zeus ne va pas, cependant, coucher avec ses filles, par exemple. Ça, c'est nouveau. Okay? Donc, vous voyez que c'est une rupture. Hein? Donc, c'est de l'inceste.
avec les sœurs, mais pas avec les enfants. Donc, c'est déjà quelque chose comme ça. Les infanticides, les dieux originaux, ils tuent leurs enfants. Zeus va pas tuer ses enfants. Zeus va plutôt que de tuer ses enfants, il va les amener vivre avec lui sur le mont Olympe. Donc, il faut comprendre qu'ici, c'est la famille comme base, je dirais, de la socialité, mais en même temps assez dysfonctionnelle. Mais plus le temps avance, plus les générations se succèdent, plus je dirais, la vie elle est civilisée, hein, au sens où on donnait de la civilisation. Donc, on part d'un monde violent, puis on finit vers quelque chose de moins violent. Okay? Donc, je vous dis, là, du point de vue mythologique, la guerre de Troie, c'est la bataille de l'Iliade, c'est ce qu'il y a de moins violent, hein, par rapport à ce qui est suggéré je dirais, en amont, ce qui vient avant. Donc, vous avez ici le schéma qui est aussi représenté dans votre recueil de texte. Je pense qu'il sur une page, il y a le système méthodologique. Si vous voulez suivre, en fait, les indications bleues ici, qui sont simplement de paternité, de maternité. En fait, la notion de paternité est un peu... on va le voir assez large. Et donc, c'est Gaïa qui va engendrer d'abord des titans, des cyclopes, des géants, des hécatonchyres, on verra. Des titans, Cronos et Rhea, donc ça, c'est frères et sœurs, vont engendrer Zeus ici, qui lui, en tout cas, je vous raconterai le tricks qu'il a fait, qui lui-même a engendré un paquet d'autres petits dieux comme Artémis, Hermès, Athéna. Donc, c'est Dieu de la seconde génération. Okay? Donc, comprendre que c'est comme des générations, en fait, de dieux qui se succèdent. Donc, les divinités primordiales, on va donc, dans un premier temps, parler de Gaïa et d'Uranos, et on peut associer aux divinités primordiales l'ensemble des monstres qui sont engendrés par ces divinités primordiales. À travers ces monstres, il y en a un qui va comme on dit dans les dissertations explicatives, hein, il va se distinguer. Donc, Zeus, qui va ensuite prendre sa famille immédiate de frères et de sœurs et ses enfants pour les joindre. Évidemment, il y a Aphrodite là-dedans, qui est un peu une sorte de statut spécial. Ce serait comme une sorte de déesse primordiale, mais ouais. Mais à fraye avec les dieux, c'est la seule qui fait ça. Aphrodite, là, vous pouvez vous présenter, parce qu'on va finir par le faire, là. Donc, la matante cochonne, OK? C'est je dirais, la figure d'Aphrodite par excellence. Donc, quand on regarde les divinités primordiales, on parle d'abord de ce qu'il y a au début, hein, parce que ça nous raconte l'histoire du début du monde. Et au début du monde, on a chaos, hein, qu'on connaît aussi, nous, comme terme, le chaos. Hein. Et c'est pas mal le nom propre et le nom commun fait pas mal dans ce cas-ci. Donc, c'est-à-dire que tout est indifférencié. Donc, et c'est un principe davantage qu'une chose. Okay? Et chaos, c'est le monde. Okay? Donc, c'est pas comme chaos a créé le monde. Donc, chaos est le monde. Au début du monde, tout est indifférencié. C'est chaotique. Et là, ce qui va arriver, il va naître Gaïa. Hein, donc, vous connaissez peut-être si vous êtes un peu granole. Hein, donc, G. Et vous reconnaissez aussi le préfixe, hein, Géo, Gaïa, c'est la Terre. Okay? Donc, à ce point-ci, on ne parle pas d'un dieu, là. Hein, on parle de la Terre. Hein? Et la Terre, y a-t-il d'autres choses? Okay? Évidemment, il y a la Lune, le Soleil, puis plein d'autres affaires, mais les Grecs ont comme limité ça à ce qu'ils percevaient. Donc, la Terre, c'est tout. Hein? Et donc, Gaïa va sortir de chaos et
va elle-même engendrer Ouranos. Ouranos, c'est le ciel. Okay? Et là, ben, regardez, c'est une explication assez logique, en fait. Au début, c'est le bordel, puis là, ben, il se crée une sorte d'ordre. Il y a la terre, puis il y a le ciel. Okay? Et entre la terre et le ciel, ben, c'est pas mal tout. Y a-t-il d'autres choses? Hein? Donc, évidemment, tout ce qui va se passer, c'est entre Gaïa et Uranus. Et là, ben, tout ce qui va être généré de cette union-là, en fait, du ciel et de la terre, bon, la nature, l'humanité, la culture, tout ça va émaner de ça. Et en ce sens, m'excuse, moi, c'était une explication qui était, je dirais, assez proche du Big Bang, là, ça, là, ou à un moment donné, c'est du chaos, puis à un moment donné, la Terre hein, devient quelque chose et sort du chaos et va générer elle-même le ciel. Donc, le ciel va s'unir avec la Terre et tout ce qui va se passer pour le reste de l'humanité, du monde, en fait, va se passer entre la Terre et le ciel. Et ça crée, je dirais, l'espace. Vous remarquez, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas d'eux qui s'appelleraient Uranus, comme ça. Donc, c'est des principes, c'est des grands schèmes, je dirais, de pensée. Donc, d'autres divinités primordiales, Pontos. Hein? Si vous vous posez la question de quoi il représente le flot, hein? comme un ponton. Ça existe? Vous savez, c'est quoi des pontons? Hein? Vous allez sur un lac. Des bateaux plats. Ouais, un gros bateau. Un bateau que tu peux danser sur. Hein? C'est une belle façon de le dire. Eros, hein? Donc, l'instinct primordial donc, qui nous pousse à nous accoupler. Était là aussi, je dirais, est sorti du chaos. Donc, le flow, c'est-à-dire les choses qui bougent, et en fait, l'intérêt pour d'autres choses. Mais c'est surtout du lien entre Uranus et Gaïa que ça va être intéressant. Donc, il va naître des monstres de cette union-là. Donc, les premiers, je dirais, habitants de la Terre, alors, disons-le comme ça. Hein? Alors, ça va être des gens qui vont être monstrueux au sens où ils ne sont pas humains. Hein? Un monstre, c'est finalement quelque chose qui n'est pas humain. Les premiers monstres, en tout cas ceux dont on parle, vont être les géants. Okay? Donc, les géants, eux autres, ils sont grands. Hein? Grands. Okay? Donc, il y avait ça. Je dirais Goldorak. Ça vous dit quelque chose? Hein? Godzilla, peut-être. Hein? Ce sont, je dirais, outre le fait que c'était un dinosaure, là, puis outre le fait que Goldorak, c'était un robot, mais c'est de cette monstruosité-là qu'on a, donc qui empêche un rapport avec les humains. Il y a d'autres monstres aussi, on ne peut pas juste avoir la dimension, mais on peut avoir aussi, je dirais, trop de membres qui nous déshumanisent. Les hécatonchires, vous avez peut-être entendu ce mot à la mode, ouais. Les hécatonchires avaient, regardez, hécato, hein, donc 100, chir, kyros, main, hein, donc eux autres, ils ont 100 mains, comme ça. Donc, moi, je fais des gestes, je me vois dans la caméra, comme ça, puis je trouve que c'est mon feature de TV. Oui, OK. Des cyclopes, vous avez peut-être entendu parler des cyclopes. En tout cas, il y en a un mais c'est pas le même cyclope, là, mais il y en a un dans l'Odyssée d'Homère. Donc, c'est un être qui, dans ce cas-ci, tout, il est assez costaud. Puis, il y a un œil, en fait, là, un œil dans le milieu du front. Donc,
On va voir donc ces monstres-là. Il va y avoir les titans qui vont être les moins monstrueux des monstres, comme ça, mais quand même encore assez monstrueux. Et je dirais, si on les met comme ça, les, euh, les monstres les plus sérieux, on pourrait dire, hein, vont être les titans, alors que les autres sont des grosses brutes, hein, d'une violence inouïe comme ça. Et de ça aussi, on va naître d'autres monstres qui vont peut-être aller, eux autres, aider je dirais, euh, comme jouer avec les êtres humains, en tout cas avec les héros. Hein. On a les centaures. Hein, vous avez peut-être déjà vu un centaure, on le représente comme un corps de cheval et un torse d'être humain. Hein, ça y fait quand même 6 membres. Ça le mettrait du côté des insectes. Hein. Donc, le centaure comme ça, vous avez entendu peut-être parler des chimères, dont Méduse est la plus redoutable, avec des serpents à la place des cheveux. Hein? Et vous avez, il y a aussi des sphinx grecs, hein, qui sont féminins, puis qui sont d'autres créatures maléfiques. En fait, les satyres, c'est des obsédés sexuels, le corps de bouc avec le haut de l'être humain, de l'homme en tout cas, parce que les satyres sont masculins, et les satyres, lui, eux autres, vont gosser les nymphes. Donc, vous voyez qu'il y a tout un monde, je dirais, de monstres comme ça, qui allie à la fois, je dirais, la nature, l'excès, la grandeur, le nombre de mains, je dirais, l'inhumanité et ce monde, donc, qui est issu, en fait, d'Uranus et de Gaïa. Comme ça. Oh, OK. On a face à ça, excusez, j'y arrive pas. OK, comme ça. Bon, OK. Wow. Bon, des déesses primordiales, c'est-à-dire, donc, on a vu les êtres mâles comme le sont les cyclopes. Je pense pas qu'il y a de cyclopes femelles, mais en tout cas, il n'en parle pas. Ce dont on parle, par contre, en Hésiode, c'est qu'il y a des déesses qui sont primordiales, c'est-à-dire les premières déesses, celles qui sont sorties de la nature. Hein. Il y a dans ça, je disais, Aphrodite, dont le destin particulier est c'est en fait Cronos, hein, le père de Zeus, hein, qui a coupé une couille à son père. Hein. Donc, et ce n'est pas des métaphores, c'est exactement ce qu'il a fait. Et en lançant la couille dans l'océan, ça a généré Aphrodite. Mais pour la plupart, les titanides vont être aussi issus d'Uranos et de Gaïa, donc le monde qui s'ouvre et qui se peut et qui tout d'un coup se met à produire une gang de laidrons, on peut dire, pour les gars, mais des belles déesses pour les femmes. Donc, les femmes vont bizarrement pas être monstrueuses, hein, et ne vont pas générer non plus de monstres. Hein. Donc, ces déesses-là, qui sont les descendantes de Gaïa et d'Uranos, donc, vont être les titanides. Ça, c'est les titanes, hein? Les titans femelles, comme ça. Mais beaucoup plus intéressant que ça, il va y avoir une série de nymphes qui vont être des représentations de la nature et dont on mêle, je dirais, comme une sorte d'imaginaire érotique avec les nymphes. D'ailleurs, le terme doit être assez employé, je veux dire, quand il s'agit d'attirer donc des vieux mononcles, là, en disant c'est une jeune nymphe. Hein. Il me semble que en tout cas, ça doit d'abord j'ai dû entendre ça quelque part. Donc, ça représente la nature. On a les Néréides, on a les Oréades, il y a des nymphes pour les montagnes, hein? Il y a des nymphes pour les rivières, et il y a des nymphes pour la mer, ce sont les Néréides. Donc, et chose importante, hein, la mère d'Achille est une de ces Néréides.
Elle s'appelle Thétis. On a aussi donc des nymphes, on a des moires qui sont censées représenter le destin. On a aussi des muses qui vont être au service d'Apollon et qui vont être celles qui inspirent en fait les artistes. Donc, il y avait autant de muses qu'il y avait d'art. Et donc, on a la muse de la musique, on a la muse de l'histoire, un Clio, muse de l'histoire. Donc, on pourra les détailler si vous voulez. Reste donc ici ce schéma-là. Et tout ce schéma-là est un schéma, je dirais, avant les dieux. C'est-à-dire le monde brutal et à la fois un peu enchanté qui existe avant que Zeus y mette sa griffe comme ça. Donc, les titans, je disais que c'était une catégorie de monstres particulièrement importante parce que des titans dont vous connaissez peut-être Prométhée, qui a été celui qui a donné le feu à l'humanité. Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui s'appellent Océan. Donc, on a ça, mais on a surtout deux titans, c'est-à-dire un titan Cronos et sa sœur Rhea qui vont eux, je dirais, engendrer les dieux. Hein. Et donc, on a ce schéma-là de titans qui sont comme... Les dieux seraient la troisième génération après les divinités primordiales, comme Uranus et Gaïa. Donc, c'est, dans le fond, on réfère aux grands-parents. Donc, ce qu'on va reconnaître du dieu grec dans un premier temps, ça va être les enfants de Cronos, vont devenir les dieux, et incidemment aussi, Rhea, sa conjointe de sœur, comme ça. Donc, il va engrosser Rhea, Cronos, dans toute sa brutalité et toute son manque de délicatesse. Et quand l'enfant va naître, Cronos va dévorer le bébé. Okay? Parce qu'il s'est dit, ah mon Dieu, c'est ça que moi j'ai fait à mon père. Parce que le père de Cronos dévorait lui aussi ses enfants, que Cronos ne l'a pas tué, mais l'a assez émasculé pour plus qu'il y ait d'enfants et qui a libéré ses autres. Donc, Cronos va faire la même chose, va lui aussi dévorer ses enfants. Donc, on est dans la destruction des enfants. Donc, évidemment, c'est pour pas qu'il ne se passe rien ensuite. Hein. Donc, Cronos va avaler ses enfants, mais d'une façon ou d'une autre, les dieux sont immortels. Okay? Ça ne veut pas dire qu'ils sont éternels. Mais ça, c'est important de faire cette distinction-là. Hein? Zeus, il naît à un moment donné. Il commence à un moment donné. Cronos, il commence à un moment donné. Hein? Ce qui était éternel, ben, c'était Chaos et c'était Gaïa. Peut-être Uranus aussi, qui était éternel. Mais tous les autres sont nés à un moment donné, mais ils sont immortels. Ça veut dire qu'ils ne meurent pas. Hein? Donc, le petit bébé que Cronos il mange, il va rester vivant dans son ventre. Donc, je dirais la naissance des dieux, c'est que Cronos dévorait ses enfants, puis on ira à la pause après ça. Donc, Cronos dévorait ses enfants, mais à un moment donné, sa femme, Rhea, sa sœur, en tout cas, sa sœur, Rhea, était pas contente. Elle a remplacé le bébé par une grosse roche. Ça fait que Zeus n'a pas été mangé par son père, qui a mangé la roche au complet. Et puis, à un moment donné, Zeus est revenu pour se venger de son père. Il lui a ouvert le ventre et de là est née donc la première génération des enfants de Cronos, donc la première génération des dieux. Et on va avoir donc
les premiers dieux qui vont se mettre à exister. Tout ça, c'est pas facile, OK? Et c'est ce qu'entreprend de décrire Hésiode aussi beaucoup. Zeus se révolte, mais là, il va devoir se battre contre les titans, il va devoir se battre contre les géants. Donc, le mot titanomachie, hein? Donc, et gigantomachie désigne ça. Donc, le machie, ça veut dire bataille contre, comme dans la tauromachie. Ici, ben, c'était des titans, c'était des géants, c'était des monstres, c'était des hécatonchires. Il s'est aidé de un puis de l'autre. Et à la fin, Zeus a gagné ce combat. Hein, c'est véritablement là que le monde va s'ordonner. Hein. Dieu va gagner ce combat contre les forces, je dirais, monstrueuses de la nature. Et le monde va pouvoir s'ordonner. Il va pouvoir avoir un cosmos avec une organisation. Et c'est, devinez qui va avoir le pouvoir? Ça va être Zeus, comme ça. Donc, il va s'asseoir sur le pouvoir, sur le trône de l'Olympe. On verra comment il gère ça avec ses frères et sœurs. Et après ça, ben, le monde est un peu préservé de la violence par, je dirais, la royauté, par le fait que ce soit Zeus le boss. Ce faisant, il est 13h50. Je trouve que c'est comme un timing parfait. Hein? Il me semble que la pause, là, elle arrive, là, puis elle tombe tellement juste là, que je vais vous demander, non, je ne vous demanderai même pas, parce que je le sais que vous êtes d'accord. C'est trop un beau timing de pause, donc je me pose, j'arrête mes... C'est le retour du prof. Bon, étant donné que personne qui applaudit, ben je vais prendre sur moi pour le faire. C'est juste que c'est pas... Merci. Merci. Ça ne devrait pas être aussi long, là, mais... C'est super narcissique, c'est faire que les étudiants applaudissent. Ah, mon Dieu, si vous savez comme j'exerce un beau métier. Donc, parlant de beau métier, j'aurais aimé ça, en fait, si j'avais eu le choix. J'aurais aimé ça être helléniste, là, comme être celui qui connaît la civilisation grecque, mais ça manquait d'action, fait que moi je voulais être aussi espion en même temps, là, faire des conférences sur la civilisation grecque, puis le soir, sauver le monde, puis avoir des aventures torrides avec des espionnes russes. Non, j'ai demandé une job au gouvernement, puis il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de personne comme ça. Okay. Donc, passer cette petite blague. Donc, on parlait de la naissance des dieux, donc qui était en fait le fruit créé par Zeus. En fait, tous les dieux, s'ils existent, c'est par l'action de Zeus, comme ça. Donc, évidemment, il y a le pouvoir. Et Zeus, ça va vraiment être la figure tutélaire dans la mythologie grecque. Donc, ça va être, je dirais, le dieu des dieux, le dernier boss, et va être aussi très représenté. On va faire beaucoup de statues de Zeus comme ça. Donc, si on regarde, c'est qui les premiers dieux et quels attributs, en fait, on leur donne. En fait, vous allez voir, ça couvre pas mal tout, en fait. Ça a l'air d'être assez... assez épars comme ça. Donc, il y a Zeus qui est véritablement le dieu du ciel, comme Chronos.
et comme Ouranos, il y avait cette figure-là, donc c'est lui qui allait s'occuper, en fait, du ciel. Et encore là, je vous rappelle, Ouranos, c'était lui aussi le ciel, mais, et que le ciel, ben, c'est tout ce qui se passe en ta terre, puis ça finit plus, en fait. Hein. Le ciel, il commence toujours plus haut. Donc, en fait, Zeus, c'est c'est le dieu, je dirais, le dieu de tout, hein, de tout ce qui se peut sur la terre, en fait. On va avoir d'autres dieux masculins comme Poséidon. Il y a deux frères. Zeus, il y a Poséidon à qui on va attribuer la mer, donc le dieu de la mer, Poséidon. En fait, ce qu'on va dire, c'est une divinité maritime parmi plusieurs autres. Et on va avoir Hadès, donc le dieu on dit de la mort, mais en fait, c'est du monde souterrain. Donc, tout ce qu'il y a en dessous de la terre. Puis, en tout cas, en fait, il faut creuser pour le savoir. OK. Les autres déesses comme Héra va devenir la femme de Zeus. Même pas sa première, mais en tout cas, c'est compliqué, mais ça va être sa femme. Il va l'épouser de ça qu'ils vont faire. Ils vont être une famille, hey. Comme ça, va être déesse de la fécondité. Deux autres sœurs, Déméter, Hestia, déesse de l'agriculture et déesse de la domesticité. Donc, et Aphrodite, déesse de l'amour. Ce qu'on constate, c'est que Dieu, dans l'Olympe, va pitcher ses deux frères dehors, hein, et va garder avec lui les femmes. Okay? Donc, encore comportement encore assez primaire. Donc, la première génération de Dieu, ouais, on va parler de ça. Donc, il va garder les femmes. Et là, ben, il ne va pas faire des enfants à toutes ces femmes-là. Il va faire des enfants à toutes ces femmes-là. Puis, il y a d'autres en plus. OK? Donc, rien n'arrête, je dirais, la puissance sexuelle de Zeus. Donc, il va faire avec... il va avoir des enfants, hein, avec d'autres déesses, en fait. Ça, c'est pas Hestia, mais Héra, assurément. Mais avec des titanides, hein, donc des divinités primordiales. Mais on se rappelle, les déesses primordiales sont cute. Mais avec les nymphes, OK? Donc, il va avoir aussi des nymphes. Par exemple, Leda, c'est une nymphe. Et puis, elle va lui donner Apollon et Artémis. Il va faire aussi des enfants à des mortels, c'est-à-dire du monde comme nous autres. Donc, Zeus va choisir quelques belles mortelles et va lui faire des enfants. L'exemple, et il y a plein de légendes aussi sur la façon dont il va faire ça. Par exemple, pour une qui s'appelle Europe. Donc, Europe était sur la plage, OK? Comme seul sur la plage, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau, mais c'est pas Rock Voisine. Hein? OK. Blue jeans sur la plage, non? C'est très drôle, parce que la plage c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. La plupart des autres civilisations considéraient que la plage était comme une sorte de désert mouillé. Tu sais. Donc, je vous raconte l'histoire d'Europe qui est sur la plage, belle jeune fille. Zeus se transforme en taureau blanc. Hein? Et là, il s'approche de la jeune fille Europe. Et elle, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est peut-être une pratique pour les Grecs, est monté sur le taureau blanc, comme ça. Et puis là, Zeus est parti vers la mer et a nagé dans la mer en taureau, comme ça, et l'a kidnappé. Évidemment, s'est uni à elle de façon. Donc, vous voyez, Zeus, il est ratoureux, puis il était, comment je dirais ça aussi, en fait, il ne respecte pas nécessairement la famille parce qu'il va faire des enfants à ses sœurs. Il va, donc,
c'est pas une figure morale ici. Okay? Donc, c'est pas le bon Zeus qui choisit Zeus, il fait ce qu'il veut. Okay? Donc, c'est un symbole de puissance, pas un symbole de justice. Donc, voilà, les dieux seconds, donc je les ai ici, qui sont en fait les enfants de Zeus avec différentes mortelles, nymphes, comme ça. Donc, Arès, en fait, Arès, ça, il est spécial. Lui, Arès, il l'a eu avec sa femme, Héra. Okay? Donc, c'est un enfant légitime. Et c'est Arès, le dieu de la guerre, de la destruction, le goon. Zeus, là, il ne l'aime pas. Okay? Donc, Héra non plus, je pense qu'elle ne l'aime pas, Arès. Okay? Donc, mais dieu de la guerre. La préférée de Zeus, c'est Athéna, qui a eu avec pas avec une mortelle, mais avec une nymphe, je crois. Non, avec Némosis, une déesse primordiale, en tout cas. Elle aussi, déesse de la guerre, mais déesse de la guerre et en même temps de la sagesse, donc de l'intelligence dans la guerre. Arès, ça serait vraiment le brutal, le goon. Ici, Athéna, capable de mener la guerre, mais aussi avec sagesse. Hermès, on va parler un petit peu de lui tantôt, hein, c'est le commerce. C'est lui qui fait les messages, donc transmetteur. Vous avez sans doute des images avec les pieds ailés d'Hermès. Il y avait comme des ailes sur ses chaussures. Artémis, déesse de la chasse. Donc, vous voyez, tantôt, on était dans comme la mer, la terre, le ciel, et puis le monde domestique, comme l'agriculture, la maison, les enfants, la fécondité, l'amour. Ici, on tombe dans des patronages de dieux qui sont beaucoup plus précis. La chasse, ici, chassais-tu tant que ça pour avoir une déesse de la chasse? Il commerçait-tu tant que ça? Donc, et des fois, c'est très, très spécifique. Dionysos, par exemple, ça va être le vin. Il est le dieu. D'ailleurs, on va regarder ça ensemble au prochain cours. On va faire un suivi. Je vais vous demander de lire dans votre recueil de textes un texte de Michel Tournier, qui est un très grand écrivain français. Je pense qu'il est mort, il n'y a pas longtemps. Et ça s'appelle « C'est Apollon et Dionysos ». Ça raconte, en fait, et ça raconte un peu la théorie de Nietzsche sur la tragédie, sur la naissance de la tragédie grecque, en fait, qui est un mélange, ou en tout cas une sorte de mélange d'Apollon et de Dionysos. Et en fait, Apollon, vous connaissez les expressions, hein? Un bel Apollon, hein? Mais pas beau, en fait, c'est plutôt Héphaïstos. Lui, il est laid. C'est assez explicite d'ailleurs, je pense qu'ils disent exactement dans le chant 18 de l'Iliade. Il est laid ou il boite, en tout cas, il n'est pas aimé ni bien aimable, mais il a été généré par Héra. C'est une sorte de bâtard où, en fait, Zeus n'a pas reconnu la paternité. Mais c'est le favori d'Héra. Hein? Et c'est le dieu du feu. Comme ça. Donc, s'il faut les replacer, donc ces gens-là, donc vous remarquez ici qu'on fait des générations ici. Donc, il y a Aphrodite qui est dans la... En fait, Aphrodite, c'est encore plus ça. Aphrodite, c'est comme la métante cochonne. Là. Elle est comme bien plus vieille en termes en termes d'âge, mais surtout en termes de proximité à l'origine. Okay? Donc, Aphrodite, elle vient directement d'Ouranos. En fait, j'ai-tu compté ça, les couilles d'Ouranos hein, que Cronos avait coupé? Hein? En tout cas, c'est une sombre histoire de testicules. Allons-y. Comme ça, et là, on a donc la seconde génération des dieux, comme ça. Donc, Arès, Athéna, Artémis, Hermès, Héphaïstos, Dionysos et
et Apollon qui vont eux-mêmes donc avoir une place à l'Olympe, dans l'Olympe. Hein, vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. Ce n'est pas le même Olympe que les Jeux olympiques qui étaient dans la ville qui s'appelait Olympe, mais il y avait un mont, une montagne qui s'appelait l'Olympe et qui disait-on, en fait, abritait ces dieux-là. Ce qu'on remarque, c'est que Zeus, dans l'Olympe, en fait, il a ramassé ses sœurs et il a amené ses enfants à lui. Dans le fond, il s'est fait comme une sorte de maison, une sorte de famille assez bancale, mais famille quand même. Hein? Et c'est son frère Hadès, comme ça, a été envoyé dans la terre. Donc, il va s'occuper de la terre avec, en fait. Il n'est pas tout seul, il y a d'autres divinités. Il y a Cronos et Gaïa, qui étaient des divinités qu'on dit chtoniennes. Hein? Retenez ce mot-là. Impressionnez vos amis au Scrabble. Chtonien, ça veut dire de la terre. De la même façon qu'il y a des divinités maritimes où est associé Poséidon. Donc, on va avoir d'autres, je dirais, monstres, je dirais, de la génération des monstres comme Océan, comme Nérée, qui vont être aussi des divinités de la mer. Et en fait, il y a Pontos, le principe du flot ici, donc qui va animer la mer, et Dieu. Et Zeus va être donc le dieu du monde, en fait, du monde habitable, hein, du monde où les humains vont pouvoir exister. Parce que, ouais. Il y avait des bateaux à cette époque-là, mais pas tant. Okay. Et tu as beau creuser un trou dans la terre, quand tu rentres dans un trou, ouais. Il ne pouvait pas creuser bien creux, premièrement. Puis je veux dire, tu étais quand même dans le ciel, même si tu es dans le trou, tu es dans l'élément, je dirais, aérien, ne serait-ce que pour respirer. Donc, on a l'Olympe et l'exercice qu'on va faire tantôt, après la finale de ça, ça va être faire notre interprétation très locale, très personnelle de l'Olympe. Okay? Donc, je vous donne des images ici. C'est largement comment dire, représenté parce que c'est comme une sorte de symbole de la famille ou le symbole, en fait, de la royauté, de comment Zeus, comme père, en fait, et frère, domine la famille, mais domine aussi, en fait, le monde. Et comment le roi, par exemple, peut prétendre à ce même type de pouvoir. Okay? Donc, on l'a ici. On en a un autre exemple ici. On a un Zeus avec une sorte de trône, hein, qui est impérial. C'est lui qui mène. Et ce qu'on voit, en fait, alentour, c'est, je dirais, le tourbillon des choses. Donc, il se représente, évidemment, Zeus va souvent être la représentation, je dirais, du pouvoir politique, c'est-à-dire quelqu'un de sage, de fort, de puissant et qui ne cède pas nécessairement, je dirais, aux caprices de l'un ou aux caprices de l'autre qui viennent solliciter pour telle faveur. Donc, si on les regarde comme ça en termes de choses, mais on le fera tantôt quand on parlera des choses. Donc, Apollon, Aphrodite, Dionysos, on parlera d'Apollon et Dionysos. Donc, ça, c'est nos dieux, OK? Qui sont pas nécessairement gentils, mais qui ne sont pas nécessairement méchants non plus. Ils poursuivent leur propre projet personnel. Hein? Zeus, il a envie de coucher avec tel nymphe. En fait, c'est Zeus, il le fait. Apollon, lui, il veut, par exemple, protéger la ville de Troie. Hein? C'est entre autres
ce qu'on voit. Donc, il va faire quelques petites affaires pour protéger la ville de Troie, genre guider une flèche ou pas. Comme ça. Donc, héros mythologique, fils et petits-fils de divinités d'humains. Donc, on arrive aux héros maintenant, hein, qui sont les héros mythologiques, la plupart du temps, naissent mortels. Hein. Parfois, ils vont atteindre à l'immortalité. Okay? L'important, c'est que, comme on a vu que les déesses primordiales, les dieux primordiaux, les titans, les monstres, les dieux étaient issus de ça, ben, les héros vont être une sorte d'autre catégorie, un petit peu plus bas, en fait, que les dieux. Ben non, pas mal plus bas que les dieux parce que c'est des mortels, donc ils sont censés mourir et vont généralement relever un défi. Qui est bien souvent, par exemple, dans le cas d'Héraclès, aller se battre avec un monstre. Hein. On va avoir d'autres héros mythologiques qui vont se définir par le savoir, en fait, par la capacité qu'ils ont de comprendre de quoi. Et ça va leur permettre de relever un défi. Oedipe et le Sphinx qui lui pose la question de qui c'est qui marche à quatre pattes. Bon. Les héros mythologiques vont être aussi patrons de villes. Les villes vont s'associer à ces héros-là et vont vouer en fait une sorte de culte. Là, il y a quelqu'un comme probablement à Sparte. Hein? Donc, c'est Héraclès aurait sa statue. Hein? Donc, on y voue un culte, c'est-à-dire qu'on fait des adorations. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui paye un sculpteur pour y faire une statue d'Héraclès parce que c'est le patron de la ville. En fait. On a ça aussi, je dirais, dans n'importe quelle... pas n'importe quelle ville, mais en tout cas, on a cette tentation-là. On érige des monuments, par exemple, à des entités légendaire ou héroïque. À Rome, ça va être Énée. Thésée, c'est le patron d'Athènes. Okay? Donc, vous avez entendu parler de Thésée et du Minotaure. Hein? Donc, mais Thésée, c'était le roi d'Athènes, comme ça. Avant de faire quelques flagos aussi avec d'autres. Tiens, il y en a d'autres, c'est pas nécessaire. Donc, Persée, c'est Argos, Guénor en Phénicie. Donc, les héros mythologiques, ce qu'on va simplement comprendre ici en regardant le schéma, c'est qu'ils sont les descendants, en fait. Des fois directs, des fois à travers 3-4 générations des dieux. Par exemple, Héraclès, c'est le fils de Zeus. Hein, et d'une mortelle. Hein, parce que, je veux dire, Égée, hein, comme la mère Égée, ben, c'est un descendant d'Héphaïstos qui va engendrer Thésée, qui est un autre héros qui lui va tuer le Minotaure. Donc, vous voyez je dirais, les héros mythologiques, première génération, je dirais, après les dieux, et ceux qu'on va voir, et on arrive à notre Iliade, ce sont les héros légendaires, donc qui vont être des descendants de divinités, descendants de divinités. Mes ancêtres étaient des dieux. Comme ça. Et là aussi, ils vont relever un défi, deviennent héroïques parce qu'ils sont confrontés à quelque chose de difficile, de dangereux, de pas facile, et qu'ils le réussissent. La notion de héros, là, en fait, on pourrait dire que, je sais pas, c'est héroïque à chaque fois que, je veux dire, on affronte quelque chose de grand et que c'est difficile, ben, on est tous aussi héroïques. Hein? Des fois, là, je veux dire, là, me pencher pour attacher mes souliers, là, c'est aussi dur que de m'attacher la guerre de Troie. Okay? En tout cas, j'aime ça penser ça. Et je vous encourage à penser ça. Okay? On mérite tous de passer à l'histoire. Donc, un défi de guerre, de savoir, un défi d'art, en fait, dans le cas
si on n'a pas parlé, on présente souvent ça comme la guerre, mais ça va être, par exemple, le gars qui s'appelle Orphée, ben, son défi, c'est d'aller séduire par sa musique, hein, genre le propriétaire des enfers, puis de revenir avec sa blonde qui était morte. Bon. Ben, les héros légendaires, ça c'est les mythologies, vous les connaissez, vous en avez peut-être entendu parler. En tout cas, vous avez entendu parler d'Énée, d'Agamemnon et d'Achille dans le contexte de la guerre de Troie. Vous avez Orphée, donc c'était cette histoire-là que je vous contais. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Oedipe, ou si vous connaissez la théorie de Freud, hein, Oedipe qui tue son père et qui marie sa mère comme ça. Il n'est pas gros dans ses culottes. Disons-le comme ça. Hein. C'est comme ça que c'était écrit dans l'Iliade. Ainsi en était-il d'Oedipe qui n'était pas gros dans ses culottes. Vous ne percevez peut-être pas l'absurde de ça. Donc, c'est les héros légendaires. Donc, on est en fait à une troisième génération. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est dans l'Iliade, et c'est là qu'on est rendu, on est à la sixième génération, au sixième strate, hein, dont on pourrait revendiquer, je dirais, les ancêtres, comme ça. Donc, évidemment, la mère d'Achille, c'est une nymphe comme ça, mais son père appelé et remonte beaucoup plus loin. En fait, pour Orphée, pour Oedipe, donc on est et c'est le terme qu'emploie Jean-Pierre Vernant, on est proche des dieux, en fait. Ces gens-là sont tous, ou en tout cas, on les décrit tous comme s'il y avait une conscience que, hein, Zeus, là, c'est mon arrière-grand-père. Pour Achille, ma mère est une nymphe. Donc, Agamemnon a ce discours-là. Donc, c'est des gens qui portent l'histoire, en fait, je dirais, d'une famille et d'une lignée divine. Comme ça. Et il y a de cette lignée divine-là l'exigence de te comporter de façon digne. Hein. On ne peut pas imaginer que, je ne sais pas moi-même, que Apollon ait des petits-enfants, puis que ces petits-enfants-là rendent Apollon, je dirais, honteux de les avoir. Hein. Si vous saviez. J'ai eu honte. OK. En fait, j'arrête au héros littéraire, simplement. Je dirais l'autre couche après, parce qu'il y a quand même une autre couche, mais c'est tous ces héros, enfants, épouses de héros qui vont se retrouver, entre autres, dans les tragédies grecques d'Échille, de Sophocle, donc Andromaque, Oreste, Iphigénie. On est ici, c'est des enfants, des épouses de héros, donc on retombe, en fait, un peu plus proche de l'humanité. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme une sorte de gradation entre, je dirais, la divinité, hein, et l'humanité. Et ça, pour imaginer des dieux, c'est assez étranger, en fait, à l'expérience, hein, que je dirais, principalement vécue dans le christianisme, hein, où Dieu est comme, tu sais, il y a Dieu, puis il est vraiment comme une catégorie au-dessus, tu sais. La définition qu'on a de la divinité, c'est nécessairement complètement transcendant, c'est le terme qui est employé. Alors que ici, ben, on a des choses qui sont transcendantes, là, genre Gaïa, c'est la Terre, c'est le chaos, c'est transcendant. Mais tranquillement, ben, il y a comme graduellement, je dirais, un chemin, une humanisation, en fait,
des divinités de la mythologie, de ce qui constitue des croyances. À la fin, on arrive à des gens, je ne dirais pas des gens ordinaires, parce que nous sommes tous extraordinaires, mais vous comprenez ce que je veux dire. Okay. Donc, c'est ce que je disais, donc, en divinité primordiale, les Olympiens, donc les dieux et les héros, il y a des phénomènes de rupture d'organisation, d'humanisation, hein, même s'il a l'air purement brutal et sans cœur, Achille. Hein, c'est un héros, donc, mais c'est ses ancêtres, hein, donc, histoire des ancêtres, bon, donc ses ancêtres étaient, je dirais, encore pire que lui. Hein? Donc, il est plus proche de l'être humain avec ses défauts et ses qualités. Donc, on peut trouver qu'il fait une crise de vedette, on peut trouver qu'il pleure bien trop, qui est comme qui se fout des Grecs. Reste qu'on a dans ça une appréciation humaine du comportement, alors que chez Zeus, en fait, c'est très humain de vouloir faire des enfants partout, sans doute, mais chez Zeus, c'était déjà quelque chose qui était transcendant et, en fait, beaucoup plus brutal. Et c'est ça la conclusion à laquelle je vais arriver, c'est que, finalement, l'Iliade, okay, c'est la partie, je dirais, la moins brutale hein, du point de vue grec, hein, la moins brutale de, je dirais, la mythologie, hein, donc l'événement de la chose. Le reste, c'est toujours avec des forces et des puissances surhumaines. Ouf, OK, hey, ça a pris 1h30 faire ça.